bienvenue à tous pour cette nouvelle session du parcours sur les nouvelles pratiques philosophiques qui a été débutée par Edwige Schroeter en septembre ou octobre, je ne me souviens plus la date exacte, et qui a été donc avec une deuxième session ensuite qui a eu lieu avec Johanna Hawkin. Et aujourd'hui, donc, on retrouve Edwige Schroeter pour les cas pratiques, notamment sur la thématique identité, altérité et différence. Edwige, je vous laisse la parole et n'hésitez pas du coup à me faire signe pour avancer sur le diaporama. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais entamer donc ces 2 heures de webinaire. Donc, j'ai pas la main sur le PowerPoint, donc ça va être peut-être un peu bizarre, mais je vais demander à chaque fois à Nicolas quand j'ai besoin, voilà, d'avancer dans la présentation. Donc, je vais d'abord commencer par faire une piqûre de rappel. Parce que donc, ce qu'on va voir cet après-midi, c'est comment traiter philosophiquement de questions telles que la différence, l'altérité, la violence, garçon-fille, etc. Et on va le voir, philosopher sans moraliser. Donc, je rappellerai d'abord des fondamentaux de la pratique de la philosophie avec les enfants, avec les risques de dérive. Et ensuite, dans un deuxième temps, on verra des exemples de supports possibles pour un traitement philosophique de notions comme l'identité, l'altérité et les différences. Et bien sûr aussi un temps de discussion entre nous. Donc on va commencer par une piqûre de rappel. Je ne sais pas si tous les participants d'aujourd'hui ont participé à la session d'octobre ou pas. Peut-être pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils m'entendent. Mais donc, encore une fois, c'est vraiment l'idée de se remettre un petit peu dans le bain et de rappeler quelques fondamentaux qui vont nous permettre d'avancer. Voilà, donc je rappellerai ce que c'est que l'ADN de la philosophie avec les enfants. Je vois Betty qui dit c'est la première fois. Donc, ok, donc c'est pas une piqûre de rappel. Donc, la communauté de recherche philosophique, ça, c'est une expression qui vient du philosophe Matthew Lipman, qui a été l'initiateur il y a une trentaine, voire quarantaine d'années maintenant, du mouvement international autour de la pratique de la philosophie avec les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier de philosophie avec les enfants? Pour Matthew Lipman, c'est une communauté de recherche philosophique. Cette communauté, elle s'inspire de méthodes scientifiques. Il y a donc une exigence de rationalité. Les enfants, le plus souvent assis en cercle, comme vous le devinez là sur la photo, sont comme à l'intérieur d'un laboratoire. Voilà. Et donc, on est une communauté, collaboration de toutes les intelligences, qui va réfléchir ensemble de façon coopérative sur une grande question que les humains se posent depuis toujours. La science ne peut pas répondre à cette question, c'est une question ouverte, intemporelle, universelle. Et on est comme à l'intérieur d'un laboratoire et on va évaluer rationnellement des idées qui sont émises par les participants. Donc, à partir d'une problématique qui, le plus souvent, peut partir de la lecture d'une histoire, visionnage d'un film, une œuvre d'art, on verra les différents supports. Donc, les questions qui peuvent surgir, ça peut être, a-t-on le droit de mentir? Peut-on être heureux et méchant? Ça, je l'ai eu la semaine dernière, cette question-là. Super question. Si ça tombe, on est plus heureux si on est méchant que gentil, quoi, dans la vie. Bon. Donc, problématique. Un humain peut-il être inhumain? Belle question, ça. Ah. Donc, à partir d'une question qui est soulevée par une médiation culturelle, les enfants vont être invités à formuler des hypothèses. Oui, non, peut-être, à déduire des présupposés, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça suppose, ton idée, et des conséquences, à justifier leur opinion. Est-ce que tu peux donner un exemple? Est-ce que tu peux démontrer ce que tu dis? À quelles conditions c'est vrai? Et donc à évaluer de façon collective la validité rationnelle. Est-ce que cette idée tient la route d'un point de vue critique, d'un point de vue rationnel? Et éthique, est-ce qu'on peut la valider d'un point de vue éthique, les différentes propositions qui sont mises sur la table? C'est donc une activité de jugement critique des idées. Là, je voudrais revenir sur ce mot de jugement. J'entends trop souvent un petit peu quand je vois, même sur les réseaux sociaux, l'activité de philo avec les enfants, ce serait une activité où on dit aux enfants, vous pouvez parler librement, ici on ne se juge pas. On ne fait que ça.
en philosophie. L'activité philosophique, c'est une activité de jugement. On va juger les idées, voilà. Non pas pour les discréditer et humilier les uns et les autres parce qu'ils ont dit ceci ou cela, mais bien parce qu'on va travailler la validité rationnelle et éthique des différentes propositions. Hein, et donc, encore une fois, c'est un effort intellectuel, un travail d'analyse critique des différentes propositions pour, encore une fois, évaluer si et à quelles conditions ces propositions tiennent la route d'un point de vue rationnel et d'un point de vue éthique. C'est donc une expérience. Les enfants ils vont vivre un atelier de philosophie, expérience pratique de la pensée qui est commune, qui va faire le pari de développer chez chacun l'esprit critique par la rencontre avec les autres enfants, la rencontre avec l'adulte, qui est très présent pour moi dans l'atelier philo. Là aussi, c'est un peu une idée reçue des ateliers philo que je voudrais déconstruire, l'idée que l'enseignant serait en retrait. Non, dans l'atelier de philosophie, l'enfant n'est pas en retrait du tout. L'enseignant n'est pas en retrait du tout. Il est extrêmement présent pour justement étayer, guider l'enfant pour qu'il puisse acquérir ces différentes habiletés de pensée, pour donner du vocabulaire, pour structurer les idées, pour donner des références scientifiques, historiques, littéraires, philosophiques. Donc la rencontre avec l'enseignant et avec ce qu'il peut apporter en termes linguistiques et culturels, c'est très important pour avancer soi-même. Rencontre avec les œuvres qu'on va lire, qu'on va voir, qu'on va visionner pendant les ateliers. Et que cette expérience pratique de la pensée commune aura des répercussions sur l'agir, l'engagement et l'éthique individuelle et collective. Donc l'idée, la philosophie exige une rigueur intellectuelle, développer l'esprit critique, la pensée complexe, guider l'enfant vers une pensée autonome. Et on vise haut, hein, voilà, mais c'est ce qu'on vise quand on fait les ateliers de philosophie. Et les risques de dérive sont nombreux. Là, je voudrais vous alerter sur premier risque de dérive. L'atelier de philosophie ne doit pas être un café du commerce ou une psychothérapie de groupe sauvage et non consentie par les enfants. Ça ne doit pas ressembler à un déballage d'opinions personnelles, de préjugés, de contre-vérités historiques, scientifiques, sociales, qui ne seraient jamais examinées rationnellement et problématisées. Ce n'est pas un atelier de parole libre, la philosophie. La philosophie, d'ailleurs, ce n'est pas un atelier de parole, c'est un atelier de pensée. Et on peut à la fois penser sans parler et parler sans penser. Donc, attention aux questions et aux relances trop intimes. On philosophe très mal à partir du vécu. Le vécu, il est trop chargé d'affect. On philosophe pas sur l'amour à partir de sa propre vie amoureuse. C'est très difficile. Il faut vraiment être un philosophe très expérimenté pour être capable de prendre du recul, voilà, et pour conceptualiser la notion d'amour à partir de sa propre vie. Ça, à part de ça, s'appeler Rousseau et d'écrire les Confessions, mais c'est vraiment trop difficile. Voilà. Donc, la médiation culturelle, les albums, pour mettre le vécu et l'intimité et les émotions à distance. Ça, c'est le premier risque, mais je voudrais surtout insister cet après-midi sur le deuxième. C'est ce que j'appelle la leçon de morale déguisée. Dans un atelier de philosophie, le but n'est pas de faire passer un message auprès des enfants, aussi légitime soit-il ce message de son point de vue ou des institutions, que ce soit l'école ou les bibliothèques. Il ne faut donc pas confondre des séances. Dans le cadre de l'EMC, la philosophie, les ateliers de philosophie s'inscrivent dans l'heure de l'enseignement moral et civique. Mais à l'intérieur de cette heure-là, il ne faut pas confondre deux moments qui sont tout à fait complémentaires, des moments qui vont relever de ce que j'appellerais, vous voyez, j'ai mis des guillemets, une éducation aux valeurs, où l'enseignant cherche, et de façon tout à fait légitime, à transmettre, à véhiculer des valeurs particulières, on verra lesquelles, sur la différence, sur le respect, sur la violence, sur la moquerie, ou d'éducation à l'environnement, où on cherche effectivement à sensibiliser les enfants à la défense, voilà, de l'écosystème. Ne pas confondre donc ces séances-là avec des ateliers de philosophie. Et c'est en fait extrêmement, extrêmement difficile d'animer des ateliers de philosophie à l'école
sur des questions qui relèvent justement de valeurs et de messages qu'on aurait par ailleurs à transmettre dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Donc la différence, la violence, garçon-fille, le respect, la moquerie, on peut les faire en atelier de philosophie, mais c'est extrêmement difficile. Il faut être extrêmement armé philosophiquement et avoir aussi de l'expérience en termes d'animation pour pouvoir bien faire la différence entre éducation aux valeurs et atelier de philosophie sur ces problématiques particulières. Voilà, voici un tableau. Là, je vais peut-être vous mettre à contribution dans le chat. Donc, on va distinguer ce qui va relever de séances d'1 heure, où le but, ça va être l'éducation aux valeurs, l'éducation à la citoyenneté. Alors là, la citoyenneté, ce n'est pas en termes de compétences à débattre de façon démocratique, mais citoyenneté en termes de contenu. Voilà, on a un contenu, des valeurs, un message qu'on veut faire passer aux enfants. Et donc là, c'est la première colonne. Et l'atelier de philosophie qui vise à développer l'esprit critique. Et on va voir comment on peut traiter en éducation aux valeurs et en philosophie les mêmes thématiques, mais on verra donc justement qu'elles ont un traitement différent les uns des autres. Donc vous avez un thème ici, la différence. Je le mets de façon, vous voyez, c'est gros, hein, voilà. L'enseignant, à travers ces séances d'éducation à la citoyenneté, vise à transmettre des valeurs particulières et à la fin de la séquence, les enfants auront écrit au tableau, hein, auront pensé, auront voilà, assimilé l'idée très générale, vous le voyez là, il faut respecter les différences, il faut être tolérant. C'est-à-dire que là, on vise à développer chez les enfants un idéal de tolérance et un respect des différences. Bon. Question, et là, je vais vous demander dans le chat, est-ce que vous pouvez me formuler une question philosophique sur la différence qui permettrait d'aborder en philosophie cette question de la différence entre les êtres humains? Alors, je vous laisse réfléchir. Cherchez-moi un sujet du bac. Hein. Voilà, sur la différence, un traitement philosophique, une question philosophique. Hein. Je rappelle aussi quelques critères. C'est une question qui doit être universelle, intemporelle, non scientifique et centrale, très importante quand on est un être humain. Alors, je vois quelques questions, là, ici, effectivement. Voilà. Peut-on tout tolérer? Oui. Peut-on vivre ensemble malgré nos différences? Alors, est-ce que nous sommes tous égaux? Je vois. Est-ce que je dois tolérer toutes? Peut-on être différent et normal? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je vois plein de questions et effectivement, voilà, sur l'interrogation sur l'égalité, la différence est-elle le contraire de l'unité? Voilà. Est-ce que la différence est un frein au vivre ensemble? Ouais, l'idée, c'est qu'on va interroger à la fois les termes. Alors, je vous le fais, hein, les enfants, quand on vous dit qu'il faut respecter les différences, de quelles différences parle-t-on? Voilà. Et est-ce que toutes les différences sont acceptables? Faut-il tout tolérer? Y a-t-il de l'intolérable? Est-ce qu'il y a de l'intolérable? Dans les pratiques humaines, dans les valeurs humaines, dans les pratiques culturelles humaines, y a-t-il des pratiques? Y a-t-il des traditions? Y a-t-il des coutumes? Y a-t-il des mœurs? Y a-t-il des visions du monde qui peuvent être jugées d'intolérables? Un humain peut-il être inhumain? Voilà le traitement philosophique de la différence quand on est en atelier de philosophie. Et vous voyez que ces questions-là, elles sont abyssales. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, elles sont éminemment problématiques. Et donc, en atelier de philosophie, on va interroger
Les mots qui sont employés en éducation à la citoyenneté, quand on vous parle de différence, en fait, de quoi parle-t-on? Si la différence, c'est la couleur de peau, on peut être relativement d'accord, vous voyez, qu'il faut respecter les différences de couleur de peau, ça s'appelle le racisme, quand on rejette quelqu'un sous sa seule couleur de peau. Par contre, si derrière différence, il y a pratique culturelle, excision, polygamie, alors là, vous voyez, ça commence à être un peu plus problématique. Et au nom de quoi une société impose l'interdiction d'une pratique culturelle? Et est-ce que c'est seulement une question de relativité des mœurs? Ou est-ce qu'il y a des valeurs qui sont quand même plus importantes que d'autres? Moi, je ne sais pas. Hein. Et une question philosophique, vraiment, il faut que l'adulte... je ne sais pas. C'est vraiment problématique. Cette question de la relativité des mœurs et cette question des limites du respect des différences. Au nom du droit à la différence, faut-il tout accepter? Question. Voilà. Bon. La violence. On est en éducation à la citoyenneté et de façon très légitime. Il y a des bagarres dans la cour, on va faire des ateliers et comme ça, voilà, les enfants, on est bien d'accord, il ne faut pas être violent, c'est mal la violence. Bon. Maintenant, je vous demande, hein, vous avez bien compris l'exercice, sur la violence. Traitement philosophique de la question de la violence. La violence peut-elle être parfois légitime? Bien sûr, David, merci. Voilà. Y a-t-il des violences légitimes? Et là, je veux bien aussi, là, dans le chat, citez-moi des exemples de violences qui pourraient, voilà, l'État peut-il être violent? Ouais, merci beaucoup pour cette question aussi. Quelles sont les limites de la violence? Donnez-moi des exemples là, dans le chat de violences qui pourraient être, qu'on pourrait estimer de façon générale, hein, comme légitimes. La révolution. Voilà, la révolution. Pour se protéger, la légitime défense. Voilà, bien sûr. Là, on peut montrer la liberté guidant le peuple. Hein, c'est quand même le tableau représentatif de notre République. Bah, c'est quand même des barricades, quoi. Voilà. Bon. Donc, voilà. Emprisonnement, enfin, bon, voilà. La résistance à l'oppression. Bref, vous voyez que encore une fois, la question de la violence ici, on va poser la question à la fois de sa définition, les différentes formes de violence. Quand on vous dit qu'il ne faut pas être violent, de quelle violence on parle? Et ensuite d'interroger effectivement la question de la légitimité possible, hein, possible des violences. Les lois, il faut obéir aux lois, les enfants, on est bien d'accord, hein, voilà. Il faut respecter les règles, c'est important de respecter les règles, c'est important de respecter la loi. Alors là, je vous demande des questions sur les lois. Sur les lois, traitement philosophique de la question du légal. La loi est-elle toujours juste? Faut-il toujours, merci beaucoup. Quand doit-on désobéir? Alors ça, il y a une petite présupposée, Virginie, hein, l'idée qu'il faudrait désobéir. Hein, de temps en temps, faut-il toujours obéir? Super, y a-t-il des lois injustes? Bien sûr. La différence entre le légal et le légitime, bien sûr. Voilà, parfait. La loi peut-elle être discutée? Magnifique question. Bon, vous êtes bien, vous voyez bien distinguer les deux. Et question sur la moquerie. Là, maintenant, on est passé à la moquerie. Je vous invite à un traitement philosophique de la question de la moquerie. La moquerie peut-elle faire progresser? Peut-on se moquer de tout? Oui. Pourquoi se moque-t-on? Peut-on rire de tout? Peut-on rire de tout? Alors, qu'est-ce qui se passe quand je moque? Alors, le jeu m'embête un peu dans la question de Virginie, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur le jeu, on est sur le nous quand on est en philosophie, et on est plus dans une question qui va susciter du comment, quoi, ici, plus que de la philosophie. La moquerie peut-elle utile? De qui se moque-t-on? Elle est très belle, celle-là. Y a-t-il de bonnes raisons de se moquer? Voilà, prendre l'ironie, l'autodérision et bien sûr aussi la caricature de presse. Hein. Toujours cette idée de dire aux enfants,
Vous voyez, hein, et ça, vous savez très bien qu'ils ont ces slogans d'éducation à la citoyenneté dans la tête. Hein. Il faut se respecter, il faut pas être violent, il faut obéir, il faut pas se moquer. Ça, ils l'entendent et c'est marqué partout sur les murs dans les classes. Le moment de philosophie, c'est un moment où on va interroger les conditions de possibilité, les limites et les mots, voilà, qui sont dans ces slogans. Quand on vous parle de différence, de quelle différence on parle? Et y a-t-il des limites à ce discours-là? Quand on vous parle de violence, de quelle violence on parle? Et y a-t-il une limite à ce discours? Les lois, quand on vous dit respecter les lois, est-ce que c'est toujours, tout le temps, légal, légitime? Et sur la moquerie aussi, il ne faut pas se moquer. De quoi on parle exactement? Et est-ce qu'il n'y a pas des formes de moquerie qui peuvent être saines et qu'il faudrait même défendre pour pouvoir vivre ensemble? Donc voilà ce tableau, j'espère qu'il est clair. En tout cas, il faut qu'il soit clair chez les enseignants qui décident de mettre en place des ateliers de philosophie, parce que c'est vrai quand même sur le terrain, on voit beaucoup de confusion entre ces différents traitements et que quand on fait un atelier de philosophie, il faut bien traiter philosophiquement de ces questions-là. Alors, comment traiter philosophiquement ces questions, hein? On voit bien ces questions de la différence, de la moquerie, de la violence, de la loi, hein, qui sont par ailleurs des questions qu'on doit traiter en éducation à la citoyenneté. Alors là, je vous propose quelques problématiques et on verra les supports. Première problématique, approfondir avec les enfants la différence entre identité et appartenance, c'est deux choses différentes. Et il faudrait que je reprenne la main en partage d'écran tout à l'heure. Hein, on lira un texte de Michel Serres qui me paraît extrêmement clair pour travailler cette distinction, ne pas confondre identité et appartenance, décrypter le jugement de ce qu'on appelle un préjugé. Et là, en termes de support, on pourra regarder, si on a le temps, Tommy Ungerer et Jean de la Lune. Deuxième problématique, problématiser les limites possibles de la tolérance et du respect. Voilà. Jusqu'où peut-on aller dans la tolérance? Donc, deuxième type de traitement philosophique de ces questions, donc problématiser avec les enfants les limites possibles de la tolérance et du respect. Et là, on pourra voir la chanson des sauvages dans Pocahontas. Et le troisième, approfondir la différence entre accidentel et essentiel. Ça, c'est une distinction qu'il y a en terminale entre nature et culture. Et ça, je pense en particulier au traitement de garçon-fille. Je vois Claire qui demande si le PowerPoint, oui. Enfin, en tout cas, Nicolas, si à la fin des 2 heures, tu pourras le mettre dans la conversation, soit en PDF, soit en PowerPoint. On le mettra en PDF et quoi qu'il en soit, de toute façon, vous l'aurez, on le rappellera à la fin, mais super. Vous l'aurez sur un support sur lequel on a toutes les ressources. Super. Oui. Donc voilà, donc la différence entre ce qui est accidentel et ce qui est essentiel, et entre nature et culture. Je pense en particulier donc à la question garçon-fille. Pour moi, en philosophie, la question garçon-fille ne se traite pas du point de vue de l'égalité en philosophie. Le fait que les garçons et les filles puissent être différents mais égaux en droit, c'est pas une question problématisable. C'est un état de fait. On est dans l'éducation aux valeurs. Le pays dans lequel on vit, les enfants, les garçons et les filles, on est égaux en droit. C'est factuel. Non. Par contre, se poser la question de la construction de l'identité, liée notamment à une appartenance à un genre particulier, être un garçon, être une fille, qu'est-ce qui définit le fait d'être un garçon et d'être une fille? Qu'est-ce qui est accidentel dans cette identité? Et là, les enfants vont dire le maquillage, les cheveux, voilà, ça c'est accidentel, parce qu'on peut être à la fois une fille, avoir les cheveux courts, par exemple, on peut être un garçon et se maquiller. Bon. Et essentiel. Qu'est-ce qui va définir de façon essentielle le fait d'être un garçon ou le fait d'être une fille? Voilà. Et puis, question évidemment philosophique par excellence, hein. Est-ce que notre identité sexuelle, genrée, fille ou garçon, nous vient essentiellement de la nature ou de la culture? Ou pour le dire comme Simone, est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient? Notre identité, notamment genrée,
relève-t-elle plus d'une nature biologique donnée dès le départ et qui impose un ordre social qui correspondrait au respect de cette nature, ou sommes-nous d'abord et avant tout des êtres de culture et notre identité, elle est surtout liée à l'éducation qu'on reçoit. Pour réfléchir sur cette question, Adéla Turin, Rose Bonbon, chez Actes Sud Junior. Ça va. Je vous propose un sujet du bac. Bon. Donc là, je vous laisse 1h30. Je reviens dans 1h30. Hein, voilà, d'accord. Sujet du bac, c'est un sujet qui est tombé il y a 2 ans. Voilà, Free Wi-Fi, voilà, au département de philosophie. Sujet du bac, je ne sais plus si c'est S ou ES. Voilà, la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Voilà. Belle question sur justement, est-ce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, hein, et jusqu'à quel point peut-on être différent pour être ensemble et pour faire acte de fraternité? Bon, belle question. Pour nous aider à réfléchir, je voudrais qu'on lise ensemble un texte. Voilà. Là, je peux prendre la main, Nicolas, hein, parce que là, j'ai un texte que j'aimerais bien soumettre. Oui, bah, il y a juste à partager. Partager, hein, voilà. Ça départagera automatiquement. Pour nous aider à réfléchir à cette question et en particulier à cette différence entre identité et appartenance, je vous propose de lire un texte extrêmement court de Michel Serres qu'il avait publié dans Libération. Donc, je partage mon écran, on lit ce texte et puis on y réfléchit ensemble. Partage d'écran, fenêtre, voilà. Partager. Vous le voyez? Ça va arriver. Est-ce que vous le voyez? Il est un peu coupé pour l'instant. Si je mets ça comme ça? Oui, il est coupé. Hein. Là, vous voyez, je suis en train de le faire défiler. Donc, c'est bon? Ouais, on le voit. Donc, c'est un édito de Michel Serres, voilà, qui a été publié par Libération en 2009. Donc, on le lit. Vous allez voir, il est très court. Hein. Serres est marqué sur ma carte d'identité. Voilà un nom de montagne, comme Sierra en espagnol ou Serra en portugais. 1000 personnes s'appellent ainsi, au moins dans 3 pays. Je me suis trompée, hein, pardon, je n'aurais pas dû faire ça. Voilà. Quant à Michel, une population plus nombreuse porte ce prénom. Je connais pas mal de Michel Serres. J'appartiens à ce groupe, comme à celui des gens qui sont nés en Lot-et-Garonne. Bref, sur ma carte d'identité, rien ne dit mon identité, mais plusieurs appartenances. 2 autres y figurent, les gens qui mesurent 1,80 m et ceux de la nation française. Confondre l'identité et l'appartenance est une faute de logique réglée par les mathématiciens. Ou vous dites A et A, je suis je, et voici l'identité. Ou vous dites A appartient à telle collection, et voilà l'appartenance. Cette erreur expose à dire n'importe quoi, mais elle se double d'un crime politique, le racisme. Dire en effet de tel ou tel qu'il est noir, ou juif, ou femme, est une phrase raciste parce qu'elle confond l'appartenance et l'identité. Je ne suis pas français ou gascon, mais j'appartiens au groupe de ceux qui portent dans leur poche une carte rédigée dans la même langue que la mienne et de ceux qui parfois rêvent en occitan. Réduire quelqu'un à une seule de ses appartenances peut le condamner à la persécution. Or, cette erreur, cette injure, nous les commettons lorsque nous disons identité religieuse, culturelle ou nationale. Non, il s'agit d'appartenance. Qui suis-je alors? Je suis je. Voilà tout. Je suis aussi la somme de mes appartenances que je ne connaîtrai qu'à ma mort. Car tout progrès consiste à entrer dans un nouveau groupe. Ceux qui parlent le turc, si j'apprends cette langue, ceux qui savent réparer une mobilette ou cuire des œufs durs, etc. Identité nationale, erreur et délit. Alors, c'est un texte qui prend position, bien sûr. J'ai arrêté le partage, là. Normalement, c'est bon. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon, il y a plus le partage. Ouais.
Voilà, donc là, c'est un texte où évidemment, il y a une prise de parti du philosophe, mais elle me semble importante pour justement faire cette distinction entre identité et appartenance. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce texte? Oui, c'est un beau texte et il me semble que cette distinction entre identité et appartenance, elle est clairement énoncée. Là, ce que je peux vous proposer, c'est un petit dessin animé. Comment on peut faire réfléchir les enfants sur le fait que mon identité ne peut pas être assimilée à la somme de mes appartenances. Non. Il y a aussi quelque chose dont je voudrais vous faire part et on peut en discuter. Je vois beaucoup parfois d'ateliers dits de philosophie sur la question du handicap. Bon. Moi, ça me gêne toujours beaucoup parce que d'abord, je trouve que ce sont plutôt des séances d'éducation aux valeurs en disant il faut respecter les personnes handicapées, ils sont différents mais ils sont égaux, etc. Donc, il n'y a pas de traitement philosophique de la notion du handicap. Et en plus, moi, ce qui me gêne, c'est justement que dans ces leçons un peu, vous voyez, il faut respecter les gens handicapés, etc., il y a l'idée de réduire la personne justement à son groupe d'appartenance. C'est-à-dire qu'on réduit la personne à son handicap. Or, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est handicapé. Un handicapé, je vous le dis entre vous, entre adultes, hein, ça peut être un sale type. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est noir. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est juif. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est femme. Ça, c'est du racisme à l'envers. Parce que dire il faut respecter les handicapés, c'est réduire une personne à son appartenance. Voilà. Et voilà. Donc la réduction d'une personne à son appartenance à un groupe particulier, ça peut être du racisme, ça peut être aussi du racisme à l'envers. Bon. Donc, mon identité ne se réduit pas même à la somme des appartenances. Il ne faut surtout pas, la base du racisme, réduire une personne à une appartenance dans un groupe particulier, qu'il soit handicapé, femme, juif ou tout ce que vous voulez. Bon. Ça va ? Alors, on peut passer une petite vidéo. Comment on peut faire réfléchir à hauteur d'enfant sur la difficulté, justement, de définir quelqu'un par son groupe d'appartenance. Est-ce qu'on peut mettre les humains dans des boîtes? Je vais vous proposer une petite vidéo. Vous voyez, ça peut être un support. C'est une vidéo donc, qui a été conçue par la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette au moment d'une exposition qui est terminée maintenant, mais on peut retrouver la vidéo sur leur site. C'était une exposition qui s'appelait « Les contraires ». Et donc, la question qu'on posera avec les enfants, alors évidemment, en fonction de l'âge, on ne la formule pas comme ça, hein, mais l'idée, c'est qu'on va travailler avec les enfants la question de l'identité et de se poser la question sur notre identité est-elle limitée à la somme de nos différentes appartenances. Et là, je vous propose, on peut regarder la vidéo. Là, ça fait vraiment partie, vous voyez, des supports possibles pour faire réfléchir les enfants sur cette différence entre identité et appartenance. Et on verra aussi que Jean de la Lune de Tommy Ungerer permet aussi de réfléchir sur cette notion. Bien, très bien, Nicolas, on peut y aller. On peut regarder la petite vidéo ensemble. Ça dure 3 minutes. Hein. Pardon. L'ogre Fringale n'a jamais cuisiné. Sa maman lui a toujours préparé ses repas. Mais aujourd'hui, il veut essayer à son tour. Cuisiner, c'est réussir à mélanger des goûts différents. Alors, commence toujours par bien trier ta récolte. Car pour ne pas te tromper avec les ingrédients, il faut les ranger dans les bonnes boîtes. En effet, à y regarder de plus près, les ingrédients qu'il a ramassés semblent très différents. Fringale ne sait pas comment les trier. Il se dit qu'il pourrait regrouper les petits d'un côté et les grands de l'autre, ou bien faire un lot avec les cheveux frisés et un autre avec les cheveux lisses.
Je vais finalement les classer par couleur. Ça semble plus évident. Ici les roses, ici les rouges, là les bleus. J'aime pas ce classement par couleur. Il aurait dû mettre ensemble ceux qui savent faire du vélo. Au moins j'aurais été avec mes copains, ils sont tous avec les rouges. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais être avec les rouges. Ah oui, je te comprends. C'est vrai que les rouges ont l'air plus appétissants. Ils doivent avoir le goût des fraises des bois. Je crois que je vais tout de suite en croquer un ou deux. Tiens, les rouges s'épluchent tout seuls. Ils ne sont peut-être plus bons à manger. Je vais essayer les roses. Oh, quel idiot je suis. C'était seulement l'emballage. La vraie couleur n'est pas du tout la même. Les enfants n'ont plus d'habits. Fringale recommence à trier car les teintes ont changé. Il y a maintenant des marrons, des roses, des bruns sombres, des jaunes cuivrés, des blancs crème, des ocres orangés, des rouges pivoines. Mais c'est un tel dégradé que Fringale n'arrive pas à former différents groupes. Bonjour Fringale, je vais faire des courses. As-tu besoin de quelque chose? Marmite, la voisine, est une cuisinière hors pair. Tout le quartier lui demande conseil. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Mais aide-moi un peu. Comment est-ce que tu ranges tes produits? Ce n'est pas la couleur qui donne le goût, enfin. Moi, je pense qu'il faut trier selon le caractère. Le caractère? Mais qu'est-ce que c'est le caractère? C'est comment sont les enfants à l'intérieur. Ils peuvent être calmes ou excités, curieux ou timides, obéissants ou dissipés. Mais comment repère-t-on le caractère? Ah, il faut prendre le temps d'observer avec attention. Mais voici un conseil. Je me souviens que ma grand-mère disait « Les filles sont gentilles et les garçons plus turbulents ». D'après Marmite, ça veut dire que les filles ont meilleur goût que les garçons. Gna gna gna. Eh ben, c'est les filles qui le mangeront en premier. Quand Marmite repart, Fringale se précipite vers les enfants. Séparer les filles des garçons, ça, c'est facile. Aïe! Mais elle n'est pas du tout gentille, cette petite fille. Celle-là non plus. Elle ne marche pas du tout, la recette de Marmite. Ah, mais ils sont tous méchants, ces enfants. Enfants méchants. Voilà. Mais il se trompe. C'est lui qui devrait être dans la boîte des méchants. Allô, maman? J'ai ramassé des enfants, mais ils n'ont qu'un seul caractère. Que des méchants. Impossible de cuisiner, puisqu'ils ont tous le même goût. Mais mon chéri, tous les enfants ne sont pas méchants, voyons. Tu as dû te tromper quelque part. Toi-même, quand tu étais enfant, tu étais très sage, très... J'étais un enfant, moi aussi. Oh oui, souviens-toi, mon petit chat. Comme tout le monde, on n'arrive pas sur Terre avec un corps d'adulte. Tu as été un enfant merveilleux, un peu rêveur, un peu ailleurs, un enfant qui aimait cueillir des fleurs et regarder les poissons dans l'eau, incapable de faire du mal à une mouche. L'ogre, il pleure. C'est pas normal, un ogre ça ne pleure pas. Ça grogne, ça fait peur. Ça mange les enfants. Attention, le voilà qui arrive. Allez, filez. Je ne veux plus vous cuisiner. Mais pourquoi tu nous libères? On n'est pas bon à manger? Je n'arrive pas à vous mettre dans les bonnes boîtes. Vous changez tout le temps de catégorie. J'ai juste vu que vous étiez méchant. Mais tais-toi, méchant! Tu es un ogre. Et les ogres mangent les enfants. Je l'ai lu dans les contes de fées. Eh bien, les contes de fées se trompent. Les ogres ne sont pas toujours méchants. Moi, je suis doux et gentil. Et je me plais comme ça. Vous voyez les enfants, dans la vie c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Et ce n'est pas si simple de ranger les gens dans des boîtes. Et voilà. Voilà, ça c'était cette petite vidéo, vous voyez là, qui effectivement permet de travailler avec les enfants sur en tout cas sur la complexité quoi, de classer les gens en fonction de leur groupe d'appartenance. L'identité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Alors après, on peut faire des jeux avec les enfants en disant qu'est-ce qui justement différencie
les gens les uns des autres? Est-ce qu'il y a des catégories avec des groupes d'appartenance qui divisent les êtres humains, hein, voilà, alors, filles, garçons, riches, pauvres, gentils, méchants, adultes, enfants, et travailler donc avec eux sur la complexité de est-ce qu'on peut ranger vraiment des gens dans les boîtes et du danger en tout cas, et là on est plutôt, vous voyez, à cette frontière avec l'éducation à la citoyenneté, hein, de ce danger aussi de réduire les personnes à un groupe particulier d'appartenance. Bon. Premier support et première problématique. Deuxième vidéo, après Nicolas, 5 minutes, je vais la présenter. Voilà, merci. Je voudrais, le lien, tout est dans le PowerPoint. Voilà. Je voudrais qu'on soit aussi attentif en tout cas quand on traite de la question de la différence, être attentif aux problématiques des enfants. Les enfants très très jeunes, et ça on va vous montrer une vidéo qui est le fruit d'une recherche en psychologie sociale, hein, ne classifient pas le monde comme nous les adultes nous avons appris à le classifier. C'est-à-dire que les catégories des différences garçons, filles, noirs, blancs, en situation de handicap, non en situation de handicap, ce sont des catégories qui sont construites culturellement. Bon, elles ne sont pas du tout naturelles. Bon. Et souvent, quand on fait des ateliers de philosophie avec les enfants sur la question de la différence, en fait, on impose aux enfants des catégories qui ne sont pas encore les leurs. Bon. Et qu'on les oblige un petit peu à penser, ben alors les garçons et les filles, les blancs, les noirs, les handicapés, les pas handicapés, alors qu'en fait, pour eux, il n'y avait juste pas de problème. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas du tout comme garçons ou comme filles, comme noirs ou comme blancs, ou comme handicapés, pas handicapés, mais sont des catégories finalement qu'on leur impose avant même qu'ils aient pu les construire, parce qu'on vit dans des sociétés, bien des cultures où ces catégories, elles existent et elles permettent effectivement de classifier, de rendre compte du monde. Donc là, ce que je voudrais vous montrer, c'est une petite vidéo où on a posé, ça se passe en Angleterre, c'est une expérience américaine, et on pose la question à des enfants qui ont entre 4 et 6 ans, qu'est-ce qui vous rend différents les uns des autres? On les met à côté l'un de l'autre et vous allez voir que pour nous adultes, ce qui les différencie, et ce qui pourrait presque même les opposer, hein, saute aux yeux. Et bien pour les enfants, pas du tout. Et donc on va regarder cette petite vidéo. Ah, je veux bien, voilà. Qu'est-ce qui vous rend différents les uns des autres? What makes you two different from each other? I used to not like letters, but now I like letters. I do not like letters at all. Lucy loved tomato sauce. And I do like it, but I don't love it as much as Lucy. Don't have the same. Our Arthur lives down the hill and I live up the hill. No, I have smaller toes than Artie. Adia likes fish and chips and I like sushi. And they're different. He never stops talking. We got different hair. He, listen, doesn't have squirrels in the roof. We have squirrels in the roof, so we can't watch television that much because it's biting all the wires. Both. I'm good at gymnastics and Kaylee May is good at swimming. I'm not good at dancing. I am. You're defender and I'm defender. No, I'm not anymore. I used to be, now I'm not. No, we're not. What? Good at counting and I'm good at hiding. And Matthew's good at Tig. And Matthew's good at staying in den. When it comes to difference, children see things differently. Do you have anything else to say? No.
CBeebies. Everyone's welcome. Voilà, donc là vous voyez bien hein, que quand on traite aussi la question de la différence en atelier de philosophie, il faut bien faire attention aussi que ce soit une vraie préoccupation des enfants et de ne pas leur imposer finalement des catégories qui sont pas encore les leurs, quoi. Donc là aussi, je trouve qu'en maternelle, grande section, je dis pas que c'est impossible de le faire en philo, ces questions-là, mais qu'elles sont très difficiles à traiter. Et d'ailleurs, moi je suis enseignante à l'INSPE, hein, donc j'ai des jeunes professeurs des écoles en formation. Moi, je leur interdis de commencer les ateliers philo par la différence garçon-fille, le respect, la moquerie. C'est trop difficile à traiter philosophiquement, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est des valeurs qu'on a à transmettre et c'est extrêmement compliqué de les traiter philosophiquement dans le cadre de l'EMC. Donc moi, je leur dis, vous commencez pas par ces thèmes-là, trop difficiles, vous pourrez les traiter quand vous serez bien formé, bien expérimenté, au clair avec le traitement philosophique de ces notions. Donc, ils commencent par le bonheur, l'art et le beau, grandir, pas de confusion possible. Bon. Et en plus, attention aussi à aborder ces questions-là pour, comme je le disais tout à l'heure sur le handicap, hein, pas faire un peu finalement de la discrimination à l'envers, en disant que réduire la personne à sa situation de handicap, bon, alors que par ailleurs, encore une fois, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est réduit à son handicap. On peut être plein d'autres choses quand on est en situation de handicap que handicapé. Et en tout cas, on ne respecte pas les gens pour leur appartenance à un groupe particulier, de la même façon qu'on ne les rejette pas non plus pour leur appartenance à un groupe particulier. Non ? Et puis donc, vous voyez bien que ces catégories qui nous sautent aux yeux, bien évidemment, quand nous, dans cette vidéo, on voit un garçon, on voit une fille, on voit un blanc, on voit un noir, on voit un petit enfant en situation de handicap et pas en situation de handicap, ces différences, elles nous sautent aux yeux parce qu'on les a complètement intégrées, et eux, pas du tout. Hein. Le monde se divise en deux, ceux qui aiment la salade et ceux qui n'aiment pas la salade, quoi. Voilà, ça, c'est une vraie différence. Bon. Donc, voilà, tout ça, c'est des préventions. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer pendant, je ne sais pas, une bonne vingtaine de minutes, c'est un petit point philosophique sur comment se construisent nos identités et ensuite voir comment on peut faire une transposition didactique de ce petit point philosophique avec des supports qui sont adaptés à des enfants de cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Alors, je peux peut-être prendre quelques questions. Voilà, petit point philo. Là, on va faire un petit point philo, mais avant, il y a peut-être quelques questions. Et je prendrai l'exemple particulier de ce qu'on appelle le genre. Voilà, garçon-fille. Et comment on peut traiter la question de l'identité genrée d'un point de vue philosophique. Ça va ? Soit vous écrivez votre question, vous pouvez... Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro, mais ça peut être sympa aussi de vous entendre. Hein. Comment l'adapter à un public de collégiens avec des supports qui sont adaptés? Géraldine, prendre la parole. Et Sophie, après, sur les réponses. Mais Géraldine, on se prend un temps de questions-réponses avant d'avancer, si vous voulez bien. Enfin, moi, ça me va bien. Géraldine? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça coupe un peu, mais... Alors, moi, ma question, ce serait parce que là, bon, moi, je suis professeure des écoles et j'entends bien et je comprends bien dans quoi ça s'inscrit. Et je passe un concours de professeur documentaliste et j'aurais aimé savoir dans quelle perspective on pouvait faire évoluer ce travail de recherche, ce travail de réflexion pour des collégiens. Et je pense bien avec d'autres supports et que là, oui. c'est pas adapté. Pour moi, il n'y a pas de différence de nature entre un atelier de philosophie avec des grandes sections et des ateliers avec des adultes. Hein. On est dans une pratique de réflexion collective sur une question philosophique à partir d'une médiation culturelle. Donc, les objectifs en termes de conceptualisation et d'argumentation, ils vont évoluer, bien sûr, en fonction des âges.
Hein, on va être plus exigeant en termes de rigueur intellectuelle avec des collégiens qu'avec des grandes sections, même si avec des grandes sections, il y a aussi une exigence d'argumentation, de définition des mots. Et puis, les supports, évidemment, qui seront aussi différents, même s'il y a des supports qui sont complètement trans-âge. Le lexique, le vocabulaire, les objectifs philosophiques, et puis la différence sur les supports. Mais pas de différence de nature, mais une différence de degré, en fonction des âges des participants. Parce que je pense, par exemple, aux collégiens, ils ont déjà cette norme qu'on les impose de genre et tout. Ils sont déjà là-dedans, de par l'école primaire. Du coup, Ouais. le point de départ n'est pas le même par rapport aux vidéos qu'on a vues, parce qu'ils sont déjà baignés là-dedans. Comment Et il y a déjà des stéréotypes qui peuvent être extrêmement ancrés. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'adapter à l'âge. La vidéo que j'ai pensée, c'était plutôt par rapport aux enfants les plus petits. Et je vois beaucoup d'ateliers philo en maternelle sur la différence. Et je ne suis pas bien sûre que ça parle vraiment aux enfants parce que c'est des différences qu'on leur impose finalement qui ne sont pas encore construites. Oui. Alors que chez les plus grands, la problématique, elle sera autre. C'est-à-dire qu'ils ont ces stéréotypes-là, pour le coup, qui sont très ancrés. C'est toujours la question de l'adaptation au public. Merci. Alors, qui veut poser une question aussi? Je ne sais pas, Nathalie, par exemple? N'hésitez pas à prendre le micro directement hein, si vous souhaitez. Hein. Mmh. Théodore? Je crois que je vois une main. En tout cas, je vois Théodore qui a la main levée. C'est ça, oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, faiblement, mais ça va, froid. D'accord, je vais me rapprocher un petit peu. Oui, alors moi je suis dans le cas aussi où j'ai plutôt des collégiens, mais bon, après c'est une question qui est généralisable. Je voulais savoir s'il y avait un moment privilégié pour l'apport théorique, on va dire, qui va venir en plus du point de débat. Je vous donne une idée. Par exemple, là, on va faire dire l'amour avec les quatrièmes. Moi, je voulais faire un peu de philo, voilà. Et par exemple, si on veut parler du mythe de l'androgyne Oui. dans un atelier, est-ce que c'est mieux d'en parler au début, en cours de route pour alimenter, ou plutôt en fin pour alimenter et puis aller un peu plus loin? Après, vous savez, il n'y a pas de bonne façon de faire. Ça dépend vraiment, c'est votre liberté pédagogique. Moi, j'aurais tendance, enfin, en tout cas, moi, dans mes animations, je pars du support. Surtout sur une question comme l'amour, qui est quand même une question très intime, très affective, où on va avoir besoin justement de réfléchir de façon sereine et à bonne distance affective. Donc le support, moi je le conseille au début. Et on part de la situation. Voilà. D'accord. Et on voit quelle question soulève cette histoire-là. Est-ce qu'on peut être heureux sans être amoureux? Parce que le mythe de l'androgyne, on a l'impression que si on n'est pas en couple, en gros, on est incomplet. C'est quand même une sacrée question, ça. Voilà, que pose l'androgyne. Hein. Chacun cherche sa moitié, donc on aurait une moitié. On ne serait jamais plein si on est seul. On ne peut pas atteindre la plénitude et la sérénité dans la solitude. C'est une sacrée question, ça. On y va. Cyrano, enfin voilà, ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore animer des ateliers de philosophie à partir d'une adaptation de Cyrano qui existe en album jeunesse, hein, illustré par Rebecca d'Outremer. C'est quand même une situation qui est extrêmement... Ah, Myriam, je sais, on n'est pas d'accord. Myriam, on se connaît depuis longtemps et elle a fait mon diplôme universitaire et on se bagarre sur Cyrano. Mais je vais te le faire quand même, Myriam, je vais t'embêter avec Cyrano. Parce que quand même, Cyrano, hein, pour séduire Roxane, il lui ment. Voilà, il lui ment. Voilà. Il écrit des lettres à la place de Christian. Et c'est Christian, voilà, qui séduit Roxane. Alors déjà, est-ce qu'on peut aimer sans être jaloux? Il n'a pas l'air très jaloux quand même, le Cyrano. Hein. Est-ce que vous iriez aider votre rival à séduire la femme ou l'homme que vous aimez? C'est de l'amour. Et surtout, il lui laisse, hein, une fois que Christian meurt à la guerre, Cyrano laisse Roxane au couvent, pleurer sur les lettres qu'elle pense écrites par Christian. C'est un objet, Roxane. C'est un objet. Est-ce qu'on peut aimer et mentir?
Bon, je le fais exprès pour embêter Myriam. Voilà. Cyrano aime-t-il Roxane? Ce sont des très belles situations fictives qui permettent encore une fois, voilà, de discuter de façon sereine sur une question qui certes est intime, hein, mais on peut pas encore philosopher si on est trop dans l'affect. Donc Cyrano, le banquet, vous trouvez des supports qui sont adaptés à l'âge de vos élèves. Vous faites plaisir aussi, hein, je pense qu'il faut vraiment aller vers des supports. Alors moi c'est la littérature, j'ai fait ma thèse là-dessus. Voilà, c'est mon support parce que j'aime lire des histoires et j'aime transmettre la philosophie à partir des histoires, mais ça peut être aussi bien sûr des œuvres d'art, des jeux, enfin voilà. Bien. Le bateau de Thésée, je vois pour Nathalie. Alors, il faudrait que je vous donne la référence. Est-ce que je vais la retrouver? Il y a une série de dessins animés philosophiques, c'est Philosophix. Je ne me trompe pas, peut-être Ah oui, que... ça. Voilà. On va vous mettre le lien dans le... Mettre le lien, voilà, c'est une expérience de pensée. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui. Je suis Laure. Bonjour à tous. Merci Madame l'auteur pour tout ce que vous exposez là. Moi j'ai une question. Donc vous êtes sur un courant Lippmann où vous êtes en train de construire la pensée avec les enfants, avec les adolescents. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au préalable, ces enfants et ces adolescents ont besoin de s'autoriser à penser, justement, puisqu'on est surtout dans l'école en fait, ils ont une position, ils doivent énormément recevoir, et ils ne sont pas dans cette posture où ils doivent réfléchir. Donc moi, je demande, est-ce qu'au préalable de tout ça, il n'y aurait pas quand même des choses à mener pour s'autoriser à penser? Mais on ne pense pas à partir de rien. Pour penser, il faut de la matière, il faut du vocabulaire, il faut des médiations culturelles. Il faut, et je pense que là, il y a un rôle de transmission d'outils intellectuels, culturels, linguistiques qui autorise justement le fait de penser. Je ne sais pas si je suis claire en disant ça. Oui, mais on apprend à penser, ce n'est pas naturel, ce n'est pas spontané. C'est pas une voilà, je voulais savoir pour vous si penser, ça pouvait être quelque chose d'assez spontané chez l'enfant. Non, ça s'apprend. L'enfant qui ne peut pas recevoir justement cette matière culturelle parce qu'elle est trop éloignée. Ou parce mais ça, c'est le rôle de l'enseignant d'adapter pour qu'il puisse transmettre. Sinon, on reproduit les inégalités sociales et les inégalités de vocabulaire et les inégalités d'accès au langage. Le rôle de l'école, on est bien dans un rôle de transmission d'outils intellectuels, culturels, qui permettent de donner à tous la possibilité de penser par soi-même. Mais ce n'est pas une activité qui se déploie naturellement. Ça s'apprend. Voilà. Donc, pour vous, la transmission est première avant réflexion. Mais les deux, hein, c'est le fait la poule. Hein. Mais on ne pense pas à partir de rien. On pense à partir d'abord de la langue. Oui. Moi, je peux vous renvoyer ce que vous avez un peu déconstruit au début de votre présentation par rapport à des ateliers où justement où il y a un cadre où l'enfant s'autorise à penser sur quelque chose sans qu'il y ait quelque chose de très construit. Vous voyez ce que je voulais dire? Mais la construction, elle se fait en chemin. Elle n'est pas tout de suite. Hein. La construction, elle n'arrive pas, ce n'est pas dans les 10 minutes de l'atelier philo. C'est une construction qui se fait sur le long terme. On apprend. C'est un chemin. Oui, les enfants, ils arrivent, les enfants, avec leur propre vocabulaire, leur propre connaissance du monde, leur propre structure linguistique. Et le but de l'atelier philo, ça va être justement de les guider, de leur aider à faire ce chemin de construction. Moi, je suis dans l'acte premier, c'est d'avoir des idées, d'aller cette recherche d'idées, de pouvoir penser des idées, en fait. Oui, mais les idées ne sont pas des pensées construites pour l'instant. Mais juste avoir des idées. C'est la différence entre opinion et idée. Voilà. Ils arrivent, et tout le monde, même les adultes, vous faites un café philo, vous arrivez avec vos opinions. Le travail philosophique, c'est de transformer les opinions en idées. Et souvent, je dis aux enfants, en philosophie, on ne dit pas ce qu'on pense. On pense ce qu'on dit.
On arrive tous avec nos préjugés, nos idées toutes faites, ce qu'on a appris dans notre famille, ce qu'on a entendu à la télé, et on pense que ce sont nos idées. En fait, ce sont nos opinions. Et le moment de l'atelier philo, c'est un temps collectif où on s'arrête par rapport à l'affairement du monde et on met les enfants en situation de se poser la question, est-ce que tu es sûr de penser ce que tu viens de dire? Donc, au mot préalable, c'est le travail c'est de philosophique. travailler sur les opinions, enfin, de On travaille libérer sur les les opinions opinions. de chacun. C'est le mythe de la caverne de Platon. Oui, je vous remercie. C'est le mythe de la caverne de Platon. Et à tout âge, on arrive au monde, voilà. Et notre éducation, alors ça c'est un postulat philosophique que je vais défendre, hein, il n'y a pas d'idée naturelle. Nos idées nous viennent d'une construction qui est sociale. Les enfants, quand ils arrivent, leurs idées, elles ont été construites dans les familles. Et donc, l'idée de la communauté de recherche philosophique, c'est d'arriver avec ce qu'on a pu avoir comme opinion transmise par le milieu culturel, familial, etc., et d'avoir un moment de confrontation où on va essayer de penser par soi-même. Et c'est un cheminement, hein, vous voyez, c'est toute la vie que ça doit se faire, ça. Mais le travail philosophique, c'est un travail de transformation des opinions en idées. Et ce travail de transformation des opinions en idées, il se fait, comme je l'ai dit au début de la diapositive, par la rencontre. Penser par soi-même, ce n'est pas penser seul. Ça n'existe pas, ça, penser seul. Par contre, je pense, et ce que je pense, je le dois à mes rencontres. Alors, les parents, bien sûr, le milieu social, culturel, linguistique dans lequel je baigne, mais ça la rencontre aussi avec l'altérité, avec les autres. Voilà. Et donc, je rencontre un camarade qui ne pense pas comme moi, je rencontre une histoire où il y a une situation tout d'un coup, j'y avais pas pensé. L'enseignant est là pour m'apporter de la culture scientifique, historique, littéraire, du vocabulaire. Quand un enfant dit, par exemple, il y a des lois, elles ne sont pas justes, en philosophie, on appelle ça la différence entre, les enfants retenez bien, note au tableau, le légal, la loi, et en philosophie, on dit le légitime. Et il sort de l'atelier philo, et c'est un objectif de vocabulaire. Il maîtrise une distinction fondamentale et qui est assez importante, me semble-t-il, hein, quand on est un citoyen, c'est le légal et c'est le légitime. Accidentel, essentiel, identité, appartenance. Ce sont des objectifs qui sont des objectifs de l'atelier philo. Ils doivent sortir de l'atelier philo en ayant maîtrisé ces distinctions, parce qu'on pense que ces distinctions et ce vocabulaire leur est nécessaire pour avoir une vue plus lucide et plus éclairée du réel. Ça va, hein? Oui, je vous remercie. Point de vue, hein. C'est un point de vue que je défends. Oui, oui, je sais que c'est un point de vue, mais moi, ça m'éclaire aussi dans cette recherche-là. Donc, je vous remercie. Vous prenez encore des questions, Edwige? Il y a trois questions là. Il y a Myriam, Sophie et Nadia. Ouais, c'est juste le temps. Je regarde le temps, mais oui. Il est 13h15 là. Non, mais priorité aux questions. Hein. Myriam, vous voulez y aller? Oui, alors moi, simplement pour revenir à, je crois, Alice qui demandait à Edwige par rapport au fait que les élèves ne sont pas, on va dire, habitués à être sollicités sur des temps comme ça d'échange réflexif et par rapport au fait qu'ils puissent s'autoriser à penser. Je pense que quand on se lance dans une séquence pédagogique avec un groupe, quel qu'il soit, il est bon de consacrer quand même une introduction, un préambule dans lequel on va donc expliciter aux élèves ce que c'est que finalement ce temps de philosophie, ce temps d'atelier, et au sein duquel donc ils vont constituer une communauté de recherche philosophique dans laquelle en réalité ils peuvent s'autoriser à penser, puisque c'est une activité qui, même si elle rentre dans le cadre des apprentissages scolaires, le MC, reste une activité quand même assez à part. Et je pense que ce temps-là n'est pas du temps perdu, de rappeler aux élèves qu'ils sont encouragés à oser l'audace de la pensée, de l'aventure de penser. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et effectivement, je rejoins Edwige sur la rencontre avec effectivement autrui et puis les lectures, les œuvres, etc.
Et même les philosophes, hein. On n'est plus le même quand on a fait certaines lectures et certaines rencontres. Enfin, ma pensée n'est plus la même quand j'ai rencontré Nietzsche. Il y a avant, il y a après, ou Rousseau. Donc la rencontre aussi avec les œuvres, c'est extrêmement formateur d'un point de vue intellectuel. C'est la rencontre. Et la rencontre, encore une fois, dans l'atelier philo, c'est pas seulement la rencontre avec les pères, les enfants quoi, de son âge, c'est aussi la rencontre avec l'enseignant qui peut apporter du vocabulaire, des références, et la rencontre avec les œuvres qu'on va rencontrer dans l'atelier de philo et qui peuvent bouleverser complètement. Et qui va faire que je vais forger justement une pensée autonome. Alors, j'ai des grands mots, hein, vous voyez, c'est ce qu'on vise hein, dans l'atelier philo. C'est le penser par, entre guillemets, soi-même, qui n'est pas le penser seul. Ça va? Sophie, peut-être vous aviez une question? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend bien. C'est ouais. bon. Alors, bonjour Madame Chirouté, bonjour tout le monde. Je voulais vous poser une question. J'aimerais bien commencer un atelier philosophie par la compétence savoir écouter autrui. C'est-à-dire, à travers plusieurs supports, ce serait peut-être implicitement ma visée. Donc, rencontrer l'idée de quelqu'un d'autre, que ce soit l'enseignant, un père ou, comme vous disiez, un support. Je voulais savoir si c'était un bon point de départ, cette compétence, si ça pouvait durer une période, par exemple, de Toussaint à Noël, et comment le travailler. Alors, j'avais suivi l'intervention de Johanna Hawkins qui disait qu'elle se servait de marqueurs pour évaluer l'évolution de l'acquisition de ses compétences. Par exemple, je sais qu'elle enregistrait et elle numérisait les interventions pour voir si l'opinion d'autrui avait bien été intégrée, comprise, et non pas que ce soit des monologues, que les élèves fassent des monologues les uns à côté des autres. Mais je voulais savoir comment on pouvait le travailler. Alors, c'est peut-être une question qui demande toute une formation, mais juste une ou deux astuces ou peut-être un support si vous aviez comme idée pour nous aider. Mais là, vous êtes plutôt sur travailler la compétence de l'écoute. Oui. C'est ça? Oui. Comme le dit Johanna, elle a fait sa thèse hein, sur l'ouverture d'esprit. Donc, dans son livre qui est 1, 2, 3 pensées, notamment, vous allez trouver des outils pratiques. Ok. Donc, 1, 2, 3 pensées de Johanna Hawken. Oui. Chez Michel Tozzi, le dispositif de la DVDP, vous voyez ce que c'est? Oui, oui, oui. Voilà. En donnant des rôles et des fonctions, surtout si vous travaillez avec des collégiens, si j'ai bien compris. C'est ça, hein oui. Voilà, donc ça, c'est un dispositif qui permet effectivement de ritualiser extrêmement précisément les prises de parole. Le bâton de parole aussi, hein. Oui, voilà, 1, 2, 3 pensées. Oui, j'hésitais à l'acheter, mais ça y est, je suis convaincue. Ouais, après, ce sont des choix pédagogiques du rythme qu'on veut instaurer et des compétences qu'on veut développer. La DVDP, c'est un très bon dispositif si on veut justement ralentir le rythme des échanges et ritualiser les prises de parole. Avec un élève qui distribue la parole comme un président à l'Assemblée nationale. On peut ritualiser ça. Voilà, on est dans un conseil philosophique. Et il y a un élève qui est président de séance et qui a la charge de distribuer de façon démocratique avec un tour de parole extrêmement ritualisé et voire même un bâton de parole. Je crois que chez Johanna, c'est le spectre. Voilà, là, carrément comme chez le roi, voilà, qui a de la parole. D'accord, ben super, merci beaucoup. Il y a aussi une consigne aussi qu'on peut donner aux enfants, et notamment aux tout petits, parce que souvent on leur dit qu'il faut s'écouter. Moi, je leur donne la conseil de regarder la personne qui parle. Ok. Les regards. Parce que ça, on voit bien, hein, quand on veut écouter quelqu'un, on le regarde quand même. Je suis attentif. C'est ce que Lippmann appelait la pensée vigilante. Hein. Je prends soin de mes idées, je ne dis pas tout et n'importe quoi. Voilà. Quand je prends la parole, c'est sérieux, je m'engage dans ce que je dis. Je suis vigilante vis-à-vis de mes pensées, de mes prises de parole, et je suis vigilant aussi envers la pensée des autres. J'écoute l'autre et je prends en considération ce qu'il me dit. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et pourquoi je suis d'accord et pourquoi je ne suis pas d'accord. Et une restitution écrite des idées des autres, est-ce que ça vous semble efficace? Moi, je ne pratique pas la DVDP dans mon style d'animation. Les enfants n'ont pas de fonction particulière parce que moi, j'aime beaucoup la vivacité de la prise de parole.
Dans la façon dont je vais animer, il va y avoir plusieurs temps. Ce n'est pas du tout 1 heure de discussion en grand groupe. Pour moi, l'atelier de philosophie, je vous dis mon point de vue, hein, c'est un atelier de pensée. Et la pensée, elle ne s'exprime pas seulement à l'oral en grand groupe. Et ça, vous le savez très bien, vous mettez un groupe de 20 enfants en grand groupe à l'oral, il y en a 5 qui vont prendre la parole de façon régulière. Voilà. Ça ne me dérange pas si l'atelier philo n'est pas réduit à cette discussion collective. Moi, ce que je fais en général, c'est qu'on lit une histoire, on travaille sur les enjeux philosophiques qui sont soulevés par l'histoire. Je les mets souvent en petits groupes à l'oral. Je casse le grand groupe. Groupe de 6, vous allez réfléchir sur cette question et ensuite vous revenez. Et il y a toujours aussi un moment à l'écrit. Oui. Donc moi, je dis qu'une séance d'atelier philo d'1 heure, hein, par exemple, il doit y avoir des temps différents du grand groupe et du petit groupe à l'oral. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Il y en a qui sont à l'aise à l'oral en grand groupe. Il y en a qui sont à l'aise à l'oral, mais en petit groupe sans la présence de l'adulte. Donc, du grand groupe, du petit groupe à l'oral, et de l'oral, donc, et de l'écrit. Il faut qu'il y ait systématiquement un moment d'écriture ou de dessin. Donc, du grand groupe, du petit groupe, de l'oral, de l'écrit. Pour moi, une séance d'atelier philo, elle doit comprendre ces différents moments. Ok, parfait. Merci beaucoup. Il ne faut pas confondre parole et pensée. L'atelier de philosophie, ce n'est pas un groupe de parole. C'est un atelier de pensée. Et encore une fois, on peut parler sans penser. Et on peut penser sans parler. Voilà. Parfait, merci. En collège, souvent des grands groupes, petits groupes, voilà. Systématiquement, il y a toujours un moment où je les mets en petits groupes avec une question précise. Voilà. Et après, on revient et on reprend les différentes idées, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est trop long, 1 heure en grand groupe à l'oral. Il y a trop peu d'enfants qui s'y retrouvent véritablement dans ce dispositif-là. Sauf à mettre, voyez, des rôles comme le fait Michel Tosi, où c'est très institutionnalisé, ils sont très concentrés sur leurs tâches. Et moi, je ne travaille pas je ne donne pas de fonctions élèves, c'est moi qui anime tout. Et j'aime bien les moments justement où la parole n'est pas ritualisée. Quand on est à l'oral en grand groupe, moi, j'aime bien qu'il y ait un moment qui dure peut-être 10 minutes sur l'heure, hein, mais où ils s'interrompent, ils se coupent la parole, ils ne sont pas d'accord, ils s'engueulent presque. Et c'est à ce moment-là que moi, je note au tableau les idées et qu'au bout de 10 minutes, je leur dis hey, on se calme, regardez, tac. Pendant que vous avez discuté, là, et ils se sont interrompus, et voilà. Mais tout d'un coup, il y a des distinctions qui sont arrivées, il y a des idées fortes qui sont apparues, et on va pouvoir, plus calmement, hein, reprendre sur ce qui s'est passé sur ces 10 minutes, voilà, de vivacité dans la prise de parole. Choix pédagogique. C'est vraiment une séance d'atelier philo, elle est conçue comme une séquence pédagogique avec, voilà. Ça va? Super, oui. On a un choix à faire, puisqu'il nous reste une bonne demi-heure. Soit point philo et les supports, soit on continue sur des questions et je peux improviser avec des idées de support à partir des questions que vous posez. C'est vraiment un choix. On peut peut-être continuer puis prévoir un petit temps de questions ensuite pour réalimenter après la présentation. Enfin, c'est comme vous point voulez. Philo, un petit point philo. Oui, c'est assez partagé. Hein. Il y a la moitié qui veut un point philo, l'autre moitié. Mais je vais aller vite sur le point philo et support. On va essayer de faire les deux. Ouais, je pense qu'on ne pourra pas tout faire, hein, voilà, mais on va se poser justement et voir un petit peu les apports philosophiques. Quand on anime un atelier philo aussi, il y a une préparation en amont. Et là, ce qu'on va faire un petit peu, c'est un petit point philo sur une préparation en amont sur cette idée, comment se construisent nos identités, voilà, identité, altérité, et avec un exemple particulier du genre. Je vois Claire qui me demande sur les ateliers sont filmés. Vous allez trouver un atelier notamment filmé sur le site de la chaire UNESCO, dans les ressources. Voilà. Alors, cette idée-là, alors là, je vous fais vraiment un tout petit cours de philo et d'histoire des idées. La question de la construction de l'identité,
elle naît vraiment en Occident, en tout cas à la fin du XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières. Avant la philosophie des Lumières, qu'est-ce qui définit l'être humain? Là, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est un être humain? Qu'est-ce qui différencie l'homme des autres animaux? Donc, je vous pose la question là. Avant la philosophie des Lumières, quelle est l'institution qui a le monopole idéologique sur l'explication du monde? Allez-y, hein, tac, tac. L'Église. L'Église, voilà. C'est l'Église, c'est la religion, etc. Donc, il faut se replacer dans le contexte. Exactement. On se replace dans le contexte. L'Église a le pouvoir idéologique et le pouvoir politique. Et quelle est l'idéologie un peu dominante qui est portée par l'Église sur comment se construisent nos identités? Pour l'Église, d'abord, ce qui distingue l'homme des animaux, c'est une frontière, mais infranchissable. L'homme n'est pas un animal, parce que l'homme possède quelque chose que les animaux n'ont pas, et ce quelque chose, c'est quoi? Tac, tac, tac. Question pour un champion, là. Là, c'est question pour un champion, là. Alors, le langage, non, il vient de quelque chose. Non, tout ça, ça vient. L'âme, Myriam, l'âme. Dieu donne aux hommes, aux humains, voilà, une âme. Et c'est avec cette âme que l'homme va disposer du langage, de la conscience, etc., etc., etc. Je ne refais pas un cours plus profond là-dessus, mais vous savez que dans l'histoire, il y a eu des procès comme celui de Valladolid, hein, où on découvre des êtres humains qui ressemblent, voilà, à des humains et qui ont pourtant des mœurs totalement bizarres. Et on va se poser la question de savoir s'ils possèdent ou pas une âme, c'est-à-dire est-ce qu'ils appartiennent ou pas au genre humain. On pense aussi qu'il y a une nature divine, hein, qui est donnée aux hommes et qui les caractérise, et notamment il y a une nature féminine, une nature masculine, nature divine, et qui de fait détermine les rôles sociaux qui sont attribués à cette nature. Les femmes, en gros, hein, je dis de façon schématique, hein, relèvent de la vie domestique, de la maternité, et les hommes ont une nature qui les porterait vers l'extériorité, la force, la raison, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Avec justement la remise en cause du modèle politique de la monarchie de droit divin, va être mis en cause aussi par les philosophes des Lumières de cette idéologie de l'âme, de la nature et du don. Pourquoi je vous ai mis Rousseau? Parce que Rousseau va donc remettre en cause cette idéologie de la nature, du don et de l'âme, en apportant un concept qui est celui de la perfectibilité. D'abord, et avec les naturalistes, hein, ces philosophes remettent en cause l'idée d'un fossé entre l'homme et les animaux. Ça donnera Darwin, bien sûr, hein, c'est l'idée, voilà, que l'homme est un animal. Darwin dira beaucoup plus tard, issu de l'évolution de l'espèce, etc. Mais les philosophes cherchent quand même une spécificité. Qu'est-ce qui est spécifique chez l'être humain et qui différencie les animaux? Et là, c'est là où Rousseau va apporter son concept de perfectibilité. Pour Rousseau, l'homme, alors j'aurais dû mettre une majuscule, hein, l'humain, est d'abord un être de culture et non de nature. Bon. Phrase chez Rousseau, on ne naît pas humain, on le devient. Les autres animaux sont d'abord des êtres qui sont régis par l'instinct et la biologie. Une abeille, dit Rousseau, ne sera jamais démocrate. Son système de vie en société est totalement déterminé par sa biologie, par sa nature. Et elle n'a donc pas, l'abeille, la liberté d'en changer. Clin d'œil Rousseau, hein, évidemment, il dit « L'abeille ne sera jamais démocrate, les hommes, si ». Parce que notre vie en société, notre système de vie en société ne relève pas de la nature, mais il relève de la culture. Bon.
De la même façon, dit Rousseau, hein, les abeilles, par exemple, ont un langage qu'ils n'apprennent pas. C'est surtout un langage qui est naturel, mais par contre, ils n'ont pas la liberté d'en changer. Et ils n'ont pas la liberté d'apprendre d'autres types de langage. Le propre de l'homme, c'est qu'il arrive complètement démuni. Il vient au monde en n'ayant aucune langue naturelle. Il aura une langue maternelle, mais cette langue-là, il va devoir l'acquérir. Bon. Donc, bon, et puis l'exemple des enfants sauvages, j'ai pas le temps de développer, mais que serait un humain qui n'a pas été éduqué? Rousseau dit, il n'a rien d'humain. Bon. Donc, on ne naît pas humain, on le devient. Vous voyez à quoi je fais illusion, Nicolas? Voilà. Donc, ce courant philosophique va affirmer la place essentielle de l'éducation dans la construction de soi, dans notre identité, et on va retrouver la problématique nature-culture, voire même de l'inné ou de l'acquis. Alors, vous voyez bien, quand je dis chez Rousseau, on ne naît pas humain, on le devient, vous voyez bien à quel philosophe, presque 150 ans plus tard, on fera référence sur la question de l'identité. C'est bien sûr la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, voilà, qui fait référence à cette notion de perfectibilité. La spécificité de l'être humain, ce n'est pas d'être des êtres de nature, mais d'être des êtres de culture. Voilà. Ce qu'on appelle, je mets des guillemets, la féminité et la masculinité sont essentiellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biologie, hein. On est dans des histoires de balance. Chez les autres animaux, c'est la nature qui prime sur la culture, alors que chez l'être humain, c'est la culture qui prime sur le biologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biologique. De la même façon, ça ne veut pas dire que chez les animaux, il n'y a pas des formes de culture. C'est une question de balancier et de hiérarchie. Donc, la féminité et la masculinité sont essentiellement, pour ce courant-là, des notions qui sont construites culturellement et transmises par l'éducation. Bon. Donc, ce qu'on a appelé le féminisme et ce qu'on appelle génériquement les études de genre, hein, vous voyez qu'on en parle dans les médias, etc., qu'est-ce qu'elles ont cherché dans les années 60 ? Elles visent à déconstruire l'idée justement d'une nature féminine qui enfermerait les femmes et les hommes dans certains rôles sociaux et surtout dans un rapport hiérarchique. Voilà. Le problème, ça ne va pas tant être la construction de l'identité en fonction de certains stéréotypes. Je suis une fille, donc je suis un garçon, donc. Le problème, on va le voir, ce sont les rapports de domination. Sur cette question de la nature, voilà. Autant avant le XVIIIe siècle, c'est l'Église avec l'idée qu'il y aurait un ordre naturel, c'est-à-dire en gros un ordre divin qui assignerait les hommes et les femmes à des places sociales particulières. Et évidemment, l'ordre divin, on ne peut pas le changer, hein, c'est un ordre qui est sacré. Non. Ce discours sur la nature, au XIXe siècle, il est repris notamment par la médecine, avec une légitimité qui va être accrue par le statut, je l'ai mis objectif, de leur discours. C'est-à-dire que l'infériorité intellectuelle des femmes viendrait d'une nature non plus divine, mais biologique. Voilà. Et notamment de la taille et de la constitution de leur cerveau. Monsieur Gustave Le Bon, voilà, qui est psychologue, qui a écrit un bouquin célèbre, La psychologie des foules, regardez, il affirme ça, on est en 95, il y a de nombreuses femmes dont le cerveau a une taille plus proche de celui du gorille que du cerveau masculin. Cette infériorité est si évidente qu'on ne peut un seul instant la mettre en doute, c'est scientifique, seul son degré peut faire matière à discussion. Tous les psychologues qui ont étudié l'intelligence des femmes reconnaissent qu'elle représente une forme inférieure de l'évolution et qu'elle est plus proche de l'enfant et du sauvage que de l'homme civilisé. Donc là, on est non plus dans une nature divine, mais dans une nature biologique inscrite dans la taille de nos cerveaux. Bon, je passe la diapo. Donc, cette idéologie qui est inégalitaire va permettre de refuser le droit de vote aux femmes de nature trop instable et sensible et d'imposer à l'école des programmes différents pour les garçons qui respectent leur nature et pour les filles qui vont respecter aussi une nature et l'épanouissement de cette. Alors là, on retrouve l'idéologie du don et des talents, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les pédagogies Montessori. La pédagogie Montessori, c'est une pédagogie extrêmement innéiste. On est dans l'idée de l'éveil de la nature et des dons, voilà, qui sont très très peu construits socialement. Alors, je continue. Dans les années 60-70, on va donc assister au développement des études qu'on va appeler de genre,
qui vont analyser d'un point de vue sociologique, anthropologique, philosophique, comment se construisent au quotidien des stéréotypes du masculin et du féminin dans l'éducation, dans les familles, à l'école, dans les sociétés, dans les médias, dans les publicités, dans la littérature et les rapports de domination. Alors là, je vais vous donner quelques références. Référence 73, voilà, on est en plein mouvement féministe. Elena Bellotti, du côté des petites filles, elle va montrer comment les stéréotypes qui sont liés à la nature féminine et nature masculine sont reproduits dans les jeux, dans les conseils, dans les vêtements, dans les orientations scolaires, avec cette idée donc que la nature des filles les porterait vers la vie intérieure, l'apparence, la sensibilité, la superstition et le langage. Donc les filles vont être systématiquement renvoyées à ces catégories, alors que les garçons vont être renvoyés à l'extérieur, le social, l'économie, le politique, la force et la raison. Bon, quelques exemples, mais ça vous les connaissez par cœur. Les jeux, on y va, ça pique. Hein. Voilà, les jeux de filles. Les catalogues de Noël vont arriver. Hein. Il y a quelques tentatives pour essayer de déconstruire ces stéréotypes, mais on voit bien là que les filles sont renvoyées, là aussi, apparence et intérieur, tandis que les garçons, voilà, l'extériorité, la force, la raison. L'extériorité, pour les garçons, ça va être tous les moyens de transport, hein. Tout ce qui permet de partir à l'extérieur. Voilà. Et la raison, les petits laboratoires, les petits scientifiques, hein, c'est des jouets qui sont réservés aux garçons. Dans la littérature de jeunesse, voilà. Alors ça, c'est une figure récurrente, c'est la femme au tablier. Voilà. Donc, dans la littérature de jeunesse, les filles, elles naissent, elles dorment avec leur tablier. C'est carrément, voilà, elles peuvent pas s'en passer, même quand elles font autre chose. Voilà. Et regardez Martine comme elle est épanouie dans sa nature pour faire le ménage. Hein. Voilà. Les dictionnaires, c'est assez hallucinant aussi, comme on voit de façon subliminale, comment dans des outils qu'on donne aux enfants, et on les donne encore une fois sans vouloir voilà, marquer les stéréotypes, mais en fait les stéréotypes ils sont partout. Vous prenez un dictionnaire dans une classe, et là on va regarder les différents verbes ou adjectifs. Enfin, Nicolas, tu peux les faire défiler. Alors le premier, alors cuisine. Alors qui cuisine? Ben, c'est madame. Hein. Elle cuisine bien, elle fait bien la cuisine. Le ménage, c'est madame qui fait le ménage. Madame Dupont fait des ménages. Alors, par contre, là, maintenant, ménager, mais au sens de réfléchir. Voilà. Alors, ménager, c'est Madame Dupont s'occupe des travaux ménagers. Et vas-y, ménager au sens d'organiser, là, c'est Pierre. Voilà. Travailler. Qui travaille? Ben, c'est papa qui travaille. Et Pascal aussi, il a fait son travail. Quant aux idées, qui a des idées? Eh bien, c'est monsieur et monsieur, voilà, qui n'ont pas les mêmes idées politiques. Courir, c'est génial, courir. Regardez. Pierre s'est mis à courir pour rattraper ses amis et Madame Dupont a couru les magasins pour faire ses courses. Hein. Et dernier exemple, c'est subliminal. Le couturier, il fait des vêtements de luxe et la couturière, voilà, elle fait de la couture. Là aussi, alors ça c'est quelque chose que Pierre Bourdieu a bien analysé. Quand les hommes s'emparent d'une activité qui est classifiée comme féminine, ils l'ennoblit. Voilà. Un grand couturier, un grand cuisinier, voilà. Dès qu'un homme s'empare d'une activité féminine, il l'ennoblit. Bon. Je continue. Toujours sur ce petit point philo, sur la construction. Bon, là, je vais juste vous donner des références pour aller plus loin. Hein. Le livre d'Elisabeth Badinter qui fait scandale parce qu'elle déconstruit l'idée qu'il y aurait un instinct maternel. L'instinct maternel n'existerait pas et que l'attachement parent-enfant est une construction culturelle et va différer selon les époques et les sociétés. Ça, je vous renvoie à son livre, hein, et notamment sur ce qu'elle appelle l'infanticide déguisé par la mise en nourrice par les très grandes bourgeoises de leur enfant jusqu'à la fin du milieu du 19e siècle. J'avance, toujours sur quelques références. Vous voyez, Françoise Héritier. Alors, elle a une thèse qui est intéressante, on pourra en discuter. Hein, voilà, ça fait objet de discussion, hein, tout ce que je vous dis là. Hein. C'est que la domination masculine est universelle et qu'elle répond à un scandale qui est fondamental pour l'humanité. C'est la toute-puissance fécondatrice des femmes.
Dans un ordre social normal, entre guillemets, dit Françoise Héritier, ben, les femmes devraient accoucher des femmes et les hommes devraient accoucher des hommes. Or, il se trouve que les femmes peuvent accoucher des deux et que c'est face à ce scandale universel que va se construire la domination masculine. Et elle va montrer aussi comment se construisent et se développent dans notre inconscient collectif, plus ou moins explicite, les catégories. Les femmes, c'est l'intérieur, les hommes, c'est l'extérieur, les femmes, c'est la sensibilité, les hommes, c'est la raison. Et on peut regarder la diapo suivante. Aujourd'hui, un magazine dit féminin, c'est-à-dire à quoi s'intéressent les femmes. Si on veut s'adresser aux femmes, eh ben on s'adresse à leur apparence. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il faut maigrir tout le temps. Hein. Quand c'est terminé l'été, il faut perdre les kilos de l'été. Quand c'est l'hiver, il faut perdre les kilos de l'hiver. Enfin bon, on fait 0 kilo, il faudrait encore maigrir. Hein, voilà, donc maigrir. Et aussi tout ce qui va relever de l'irrationalité et des sciences occultes. L'astrologie, la numérologie, tout ça, c'est féminin. Bon. Et puis la cuisine, les recettes de cuisine. Hein, voilà. Donc on retrouve intérieur, extérieur, apparence et irrationalité. Bon. On avance, je vais vite, promis, pour avoir du temps de discussion. Bourdieu, domination masculine. Alors, il fait scandale, ce livre-là, parce qu'en fait, il dit, Bourdieu, que ce sont les femmes qui, finalement, sont les premières actrices de leur domination. C'est-à-dire que ces stéréotypes sont intégrés dans l'enfance, ils sont incorporés, c'est-à-dire ils ne sont pas naturels, mais ils le deviennent. Et que les filles finissent par intégrer tellement ces stéréotypes qu'elles finissent par, alors je mets des guillemets, choix, voilà, s'orienter vers des filières ou faire des métiers, voilà, qui sont des métiers qui sont en fait des métiers plutôt de dominer. Donc je l'ai mis là dans cette formule, hein, l'ensemble des processus d'incorporation des habitus constitue ce que Bourdieu appelle une violence symbolique. Alors, violence parce que les habitus, hein, ces stéréotypes, reposent sur des inégalités et des dominations, de la classe dominante sur la classe populaire, mais aussi du masculin et du féminin. On acceptera toujours plus qu'une petite fille imite, entre guillemets, des activités masculines que le contraire. Une petite fille se hausse au masculin, un petit garçon, on a toujours l'impression qu'il se rabaisse au féminin. C'est beaucoup plus dangereux, voilà, qu'un petit garçon imite des jeux ou des attitudes féminines que le contraire. C'est là qu'on voit que ce n'est pas qu'une question de stéréotypes sur lesquels on se construit, c'est aussi des rapports de domination. Et cette violence, elle est symbolique parce qu'elle est généralisée. Vous voyez, c'est dans les jeux, c'est dans les dictionnaires, c'est dans les revues, c'est dans les publicités. Et elle est imperceptible, surtout dans une société démocratique qui veut lutter officiellement contre ces stéréotypes. Et elle est générée par les dominés elles-mêmes, qui incorporent et reproduisent des comportements discriminatoires et inégalitaires par, et là on remet, hein, les goûts, les choix, les talents, voilà, comme une forme de servitude volontaire. Voilà. 2 autres diapos pour terminer là-dessus, et après on verra les supports. Judith Butler, faire la différence en ce qui va relever du sexe, de l'anatomie, des organes, et le genre, qui va être l'identité sociale et culturelle. Et dernière référence, elle est toute récente, moi vraiment je vous le conseille, Mona Chollet, c'est très bien écrit, c'est limpide, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et là je vous ai mis la 4e de couverture, hein, le livre en explore ce qu'il reste aujourd'hui de nos préjugés, de nos représentations. La femme indépendante, puisque les veuves et les célibataires furent particulièrement visées, la femme sans enfant, puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité, et la femme âgée, devenue et restée depuis un objet d'horreur. Donc ça, c'est un livre contemporain, hein, 2019, sur la persistance des préjugés qui relèvent de la domination. Bon. Waouh, point philo, j'ai été super vite, mais bon. Je vous montre quelques supports. On n'avait que 2 heures, hein, de toute façon. Je veux bien, Nicolas, quelques pistes pédagogiques. Alors, sur la notion de préjugés, cycle 1, cycle 2, Jean de la Lune, voilà. Et ces notions, elles sont abordées de façon pas du tout moralisatrice, mais elles sont vraiment, c'est poétique, quoi. On comprend un petit peu l'injustice de juger quelqu'un parce qu'il appartient justement à une
classe particulière, une appartenance particulière. Le danger de réduire quelqu'un à son appartenance. Jean de la Lune, il est lunien, il est différent, il vient d'ailleurs, et il va être exclu sur sa seule appartenance. Voilà. Et ça, les enfants saisissent tout de suite l'injustice. S'il était venu sur Terre pour tuer tout le monde, on est bien d'accord, hein, il vaut mieux le rejeter. Par contre, s'il vient en étant tout à fait bienveillant, il n'y a aucune raison de l'exclure a priori. Non. Anthony Bourne, une histoire à 4 voix, qui est sur les préjugés sociaux, les riches et les pauvres. C'est souvent une question aussi des préjugés qu'on n'aborde pas, mais qui est traitée de façon là aussi pas du tout moralisatrice. C'est jamais marqué noir sur blanc, c'est pas bien, il faut. Tout est dans la poétique du récit. Et puis une BD pour les adolescents qui est basée sur une histoire vraie sous les guerres napoléoniennes où des Anglais qui n'avaient jamais vu de français de leur vie ont été persuadés que c'était un singe qui était sur un bateau échoué qui était un Français et ils ont essayé de le juger, voilà, en tant que Français. Voilà. Sur les filles, Rose Bobon d'Adéla Turin. Là, alors c'est vraiment une illustration de la thèse de Simone de Beauvoir sur lequel on peut réfléchir. Hein. Est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient? Et c'est là vraiment la question de l'identité. Qu'est-ce qui définit mon identité? On peut très bien penser que c'est la nature. Hein. On peut très bien aussi être croyant et penser que Dieu donne aux hommes et aux femmes un ordre social qui est sacré, qu'il faut respecter. Regardez la manif pour tous. Hein. C'est l'idée qu'il y a un ordre divin, une nature divine, et que l'ordre social doit respecter cet ordre-là. En philosophie, on a le droit de le penser. Il faut le justifier. Voilà, c'est-à-dire que si je suis croyant, si je pense que Dieu donne aux hommes et aux femmes une nature particulière et qu'il est du rôle de la société de respecter cet ordre naturel, alors je défends cette position. Si je suis Simone de Beauvoir, je vais dire autre chose. Non. Pareil pour Billy Elliot, vous le savez, là aussi, hein, sur les préjugés. J'avance sur les supports, qu'on ait un petit temps de questions. Bon, Jean de la Lune, je n'ai pas le temps de vous montrer précisément comment on peut l'utiliser cycle 1, cycle 2. Pocahontas. Alors ça, c'est vraiment trans-âge. Hein. On peut le faire avec partir du cycle 2 et jusqu'à ce que mort s'en suive. La chanson des sauvages. Je vous invite vraiment à lire le chapitre de Marianne Chaillan dans « Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux » où elle met en relation la chanson des sauvages dans Pocahontas et Montaigne. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de relativité des mœurs ou est-ce qu'il y a des valeurs qui seraient quand même plus défendables que d'autres et sans vous passer la vidéo parce qu'on n'a pas le temps, je vais passer 2 diapos, je vais vous passer des questions de CM2 à Sarcelles. Ils ont regardé la chanson, donc on va la passer. Et regardez, questions philosophiques, Pocahontas en CM2. Qui sont vraiment les sauvages? Sur qui sont vraiment les sauvages? Sur Montaigne, hein, il pose la question quand on découvre donc justement ces civilisations aux mœurs qui nous paraissent si barbares et qui pratiquent par exemple le cannibalisme, non? Montaigne pose la question dans un texte qui s'appelle justement Des cannibales et il dit mais finalement qui est le plus sauvage? Les Indiens qui mangent des êtres humains morts ou nous, les Occidentaux, qui torturons des humains vivants? Qui sont vraiment les sauvages? Non. Et est-ce qu'il y a quand même des pratiques qui peuvent être dites sauvages? Barbares. Alors, question des enfants. Pourquoi la différence fait-elle de la violence? Qu'est-ce qu'un sauvage? Comment peut-on devenir inhumain? Pourquoi les êtres humains veulent-ils faire la guerre? Pourquoi ce serait mal d'être sauvage? Pourquoi voler au lieu de demander? Parce qu'il y a une histoire de vol aussi dans la chanson. Et pourquoi certains jugent les autres? Donc, vous voyez, on a passé la chanson des sauvages. Et voilà les questions qu'ont formulées les enfants. Ils ont voté sur la question et on a fait l'atelier philo sur la question qui a été votée. Bon, Yacouba sur la question de l'identité, de l'altérité, de l'obéissance au groupe et aux traditions. Est-ce qu'il faut parfois s'émanciper de son groupe d'appartenance pour devenir soi-même?
Et vas-y, hein, je termine. Et là c'est plutôt, dans cette série-là, c'est plutôt pour vous aider à préparer. Vivre avec l'étranger. Ça, ce sont des manuels de philo pour enfants et adolescents, mais qui sont extrêmement utiles pour l'enseignant pour pouvoir préparer en amont philosophiquement ces séances. Donc, chouette pensée, les goûters philo. Vas-y, Nicolas, il y a encore 3 diapos. Hein. Le chouette pensée sur le mélange des sexes, sur la construction des stéréotypes, la différence entre essentiel, accidentaire, nature, culture. Une exposition qui s'est déroulée au Musée de l'Homme sur nous et les autres, comment se construisent les stéréotypes. Et vous avez le catalogue de l'exposition, vous voyez, qui est sur Internet. Une mine pour préparer. Et puis, encore pour préparer, Philosophie Magazine. Voilà, il y a plusieurs. À chaque fois que vous voulez faire un atelier philo, il y a toujours forcément un numéro de Philosophie Magazine sur la notion que vous avez envie d'aborder. Là, en l'occurrence, sur la question de l'identité, de l'égalité ou de la différence ou du racisme, vous avez d'excellents numéros qui vous permettent à vous de faire le point philosophiquement pour ensuite le transposer didactiquement avec vos élèves. Et sans oublier, dernière diapo, et après on passe aux questions, tous les manuels de philosophie pour enfants qui existent, hein, et qui vous permettent de préparer vos séances, de la littérature de jeunesse, à partir des arts, à partir des Walt Disney comme ici. Comme je le dis souvent, moi quand j'ai commencé la philo avec les enfants il y a plus de 20 ans, il n'y avait aucune ressource, il a fallu tout construire. Aujourd'hui, votre difficulté, ça ne va pas être de les trouver, ça va être de les choisir. Tellement il y en a. C'est plutôt bien. Voilà, donc j'en ai terminé avec le PowerPoint que vous allez avoir. Et comme il reste une dizaine de minutes, on peut repasser à un moment de questions et d'échanges. Merci beaucoup, Edouche. C'était passionnant. Il y a plusieurs questions, si vous voulez prendre la parole, notamment autour de la question de Christelle sur la religion. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Christelle. Christelle ou Virginie ou Sophie qui posent les mêmes questions, en fait. Bon, bah sinon, moi, je vous la transmets. Ouais, je vous la transmets, Edwige. Christelle, donc, qui dit « Enseignante dans une école où une grande majorité des enfants sont élevés dans la religion, comment relancer le débat quand, pour beaucoup de questions, la réponse est « car Dieu l'a décidé ». Ben, là, il faut prendre la posture de l'avocat du diable. Dire en disant, on imagine, alors quelqu'un, un personnage qui arrive, un philosophe, hein, ça peut être, mais je peux sortir mes marionnettes, hein, j'en ai plusieurs. Ça tire, hein. C'est toujours avec moi, j'ai mes petites marionnettes de philosophe. Tiens, Michel Foucault, il est complètement athée, lui. Voilà. Alors lui, il ne croit pas du tout en Dieu, quoi. Voilà. Comment on peut répondre à cette question quand on ne croit pas en Dieu? Donc moi, quand il y a unanimité du groupe, dans les groupes, ils ont plusieurs religions différentes, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, mais il peut arriver, ça m'est arrivé aussi d'avoir affaire à des classes où ils ont tous la même religion. Et donc là, c'est de faire l'avocat du diable, hein, pareil, Freud, hein, complètement athée aussi, hein, de culture juive, mais totalement athée, hein, Freud, hein, voilà. Comment on peut penser cette question si on ne croit pas en Dieu? Oui, voilà, les goûters philo, Michel Pouech, il y en a plein, hein, voilà, des supports. Mais en tout cas, présenter la pluralité des réponses possibles, qu'on soit croyant dans telle ou telle religion. Et évidemment, quand on est croyant, on peut défendre un argument en tant que croyant. Et puis aussi répondre à cette question si on ne croit pas en Dieu. Mais bien sûr, hein, on peut... philosophiquement, on peut répondre à une question philosophique en tant que croyant. En tant que croyant, je pense que. Et c'est un argument qui est valable. Il est valable si on croit. Voilà. C'est un argument qui n'est valable que si on appartient à cette religion. Si on n'appartient pas à cette religion, l'argument, il tombe. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas valide pour le croyant. C'est une question de rationalité interne du raisonnement, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre aux enfants, quoi. On a le droit de croire en tout ce qu'on veut, tant qu'on est conscient qu'il s'agit d'une croyance, et tant qu'on est lucide sur le statut particulier de sa croyance. Hein, voilà. Ça n'est valable
que parce que je suis croyant. Et ça n'est donc valable que pour ceux qui appartiennent à la religion à laquelle j'appartiens. Ça va? N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Ouais. Oui, Claire qui dit j'ai du mal à choisir, je comprends tout à fait, ça donne complètement le tournis. Tout ce qui existe. Je pense qu'il faut d'abord faire des choix en se faisant plaisir soi-même, en disant moi je suis plus à l'aise avec la littérature, avec les dessins animés, avec les œuvres d'art, et d'aller voir donc les ressources pédagogiques qui traitent plus spécifiquement de ce type de support. Puis après, aller vers d'autres supports pour diversifier sa pratique, pour que les enfants s'y retrouvent aussi. Mais quand on commence, je pense qu'il faut vraiment se faire plaisir déjà soi-même, aborder des questions qui ne sont pas trop problématiques pour vous aussi à traiter, avec lesquelles vous êtes à l'aise, hein, et puis de trouver des supports aussi avec lesquels vous êtes à l'aise. Peut-être le temps que les questions se posent, Ouais. Je voulais faire une petite transition puisqu'on parlait des différents supports et des différents outils, différentes ressources qu'on pouvait avoir. Je vous rappelle donc qu'associé au parcours, avec Frédéric, on a créé un support d'accompagnement en fait pour regrouper en fait toutes les ressources en lien avec le parcours. Je vais juste vous faire un partage d'écran rapidement pour vous montrer où c'est et comment c'est organisé. Ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et en fait, voilà, toutes les interventions seront regroupées ici. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, vous avez les différents intervenants. Donc, l'idée, c'est de aussi rassembler tous les supports de présentation, les ressources pour chacun des intervenants et chacune des intervenantes. On mettra aussi... Et donc aussi le parcours de l'année dernière avec M. Tosi qu'on a fait en 8 webinaires sur la DVDP. On mettra aussi les DVDP et notamment les vidéos qui avaient été enregistrées. Alors, on va pas pouvoir le faire tout de suite parce que ça demande un petit peu de montage et un petit peu de travail qu'on n'aura pas forcément le temps de faire dans l'immédiat. Mais vous retrouverez aussi toute une partie bibliographie là, sur ce support dans laquelle vous allez avoir les ouvrages. On les a classés de cette manière-là. Hein. Tout ce qui est méthodologie, séance, atelier, les supports de lecture, les ouvrages généraux. Il y a énormément de matière, comme on l'a évoqué jusque-là. Mais au moins, l'idée, c'était de les regrouper à un seul endroit. Et après, vous faites votre choix à l'intérieur. Vous aurez plus d'éléments pour pouvoir choisir. Voilà, pareil, on les a mis par cycle, par collection. Enfin, c'est un gros travail là aussi. Voilà, il y aura aussi une cytographie. Donc, tout ce travail-là va s'enrichir au cours de l'année. Donc, il n'y a pas forcément tout de suite. Mais vous allez, on va l'alimenter petit à petit. Donc, pareil, les ressources en ligne par continent, on a choisi de les mettre comme ça. Bon, c'est arbitre. Enfin, voilà, c'est une entrée comme une autre. Hein. Et puis, n'hésitez pas à nous suggérer des ressources auxquelles vous penseriez. On se souvient notamment l'année dernière de participants qui nous avaient orientés vers la collection Philoménale. Voilà, enfin, nous, on ne peut pas tout mettre non plus, donc n'hésitez pas à nous dire aussi des choses qui vous ont interpellé. Aucun problème. On a mis aussi quelques jeux, alors jeux et outils en fait, jeux et outils pour travailler la philo, alors de plusieurs façons, c'est des choses qu'on trouve en ligne, qu'on peut télécharger, d'autres qui sont dans le commerce, d'autres qui sont philosophie et associés, c'est-à-dire qui seront peut-être plus des jeux ou des supports pour travailler les émotions, d'autres qui sont des jeux en ligne, notamment pour travailler l'argumentation. Enfin voilà, donc tout ça, on essaie de l'enrichir au fur et à mesure. Et une partie veille, bon, pour l'instant sur laquelle on a mis essentiellement les 20e rencontres internationales des nouvelles pratiques philosophiques. Vous intervenez, Edwige, et où Johanna intervient aussi. Enfin, elles sont passionnantes. Hein, c'est vrai, le programme est passionnant des rencontres de cette année. Voilà, donc en fait, si vous voulez, ce support-là sera votre support. Merci pour ce gros travail. C'est un travail de veille et c'est vrai que c'est totalement exponentiel ce qui se passe depuis 10 ans maintenant sur la philo avec les enfants et c'est vrai que ça donne un peu le tournis. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien pour chacun de dire bon, voilà, quelle notion je vais traiter, quel support privilégier pour réduire un petit peu parce que sinon c'est vrai que ça donne le tournis, quoi. Il y a Nathalie Martin. Nathalie qui a la main levée.
C'est Nadia qui a la main levée, mais Nathalie aussi, oui, qui dit qu'il manque des ressources pour le lycée. Y a plein de supports qui sont totalement trans-âge. Hein. Je pense au mythe platonicien, par exemple, hein, l'anneau de Gigès que certains connaissent bien. C'est vraiment un classique de 6 ans jusqu'à ce que mort s'en suive. Yakuba, ça c'est un album jeunesse. Les Walt Disney, hein, même pour faire aussi avec les lycéens, ils adorent ça, quoi. C'est des petites madeleines de Proust, etc. Les séries. Il y a, je ne sais pas si vous l'avez mis, le site de Philogène. Si, on l'a mis, ouais. Voilà, il y a plein de fiches pour le collège et le lycée, hein, à Philogène. Voilà, les vidéos philosophiques, ça, je me trompe toujours dans le nom. Je ne sais pas si c'est philosophique ou. Si, philosophique, Nicolas vient de le mettre dans le chat là tout à l'heure. Voilà, ils sont super sur la TR de Husserl, sur croire et savoir, sur le dilemme du tramway, c'est génial le dilemme du tramway. Non, il y en a vraiment. Et puis illustré comme ça, c'est vraiment sympa. Parce que ouais, c'est simple. Il y a tellement de choses. Voilà. Après, il faut quand même avoir un esprit critique parce qu'il y a tout, il y a parfois aussi n'importe quoi. D'où la formation aussi pour pouvoir avoir un esprit critique sur les ressources qui sont mises à votre disposition. Alors moi, bon, évidemment, quoi, je regarde tout ce qui existe. Tout n'est pas pour moi, en tout cas, d'une qualité qui est égale. Hein. Et ça, c'est à chaque enseignant, comme dans n'importe quelle ressource pédagogique, hein, d'avoir un esprit suffisamment aiguisé pour estimer de la qualité de ce qui est offert. Voilà. Mais voilà, il y a plein de choses. Il y a Nathalie qui lève toujours la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Nathalie ? C'est comme si les gens qui levaient la main ne nous entendaient pas, mais bon. Bon, enfin voilà, là on a essayé de répondre à votre question, parce que Nathalie, c'était justement les supports pour le lycée. Il y avait Nadia qui levait la main, mais elle a baissé la main. Et ouais. Oui, allez-y Nadia. Vous m'entendez ? Oui. Oui, on s'entend très bien. Oui, bonjour. Bonjour et merci. Juste, j'ai 2 questions. C'est pour l'anneau de Gigès, c'est ça ? Gigès. Gigès, je vais y arriver, Gigès. Ouais. Est-ce qu'il y a… Parce que moi, alors j'ai regardé dans les philofables, mais le texte est vachement court, très simple. Est-ce que celui-ci peut suffire ? Il faut le compter. Il faut vraiment le raconter. C'est vraiment une histoire qu'on peut apprendre par cœur sans aucun souci. Hein. On n'a pas besoin du support pour l'anneau de Gigès. Hein. Alors moi, j'ai toujours l'album et l'album à éveil et découverte, il est épuisé, il est plus épuisé, il n'est pas si facile que ça à trouver. D'accord. Mais on peut très bien prendre la version qu'il y a dans la République de Platon. Alors là, c'est libre de droit, vous allez le trouver sans problème. Et le compter et le théâtraliser. D'accord. Et une dernière question, parce que moi, j'ai eu l'autorisation par ma chef d'établissement. J'avais suivi tout un cycle, et notamment avec Michel Tozzi. Oui. Et ça m'avait plu. Et donc, je voulais mettre en place des ateliers de DVDP. Et voilà, ou peu importe, ou des ateliers philo. Mais si on devait commencer là dans l'immédiat, me lancer, vous me conseilleriez quel thème d'entrée ? Moi, je conseille toujours Gigès pour commencer. Voilà. C'est tellement extraordinaire, mais ça fonctionne à tous les coups. Et puis, c'est de l'histoire de la philo. Premier philosophe, Socrate, qui écrit aucun livre. Deuxième philosophe, Platon. Et il invente des histoires extraordinaires pour nous aider à réfléchir. Bon, ça va, parce que j'avais assisté justement à votre intervention. Ouais, vous voyez, les dispositifs, vraiment, on a testé plein de fois, ils marchent super bien, quoi. Voilà. On les met par petits groupes, justement. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient invisibles ? Vous récoltez tous les exemples de transgression possibles et imaginables et après on réfléchit. Voilà. Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites des formations diplômantes ? Alors oui, je réponds oui. Il y a un diplôme universitaire à l'université de Nantes sur le site du Mans où je me trouve. Ouais, en présentiel. On y tient beaucoup. Le fait d'être d'un groupe, voilà, en présence, parce qu'on fait beaucoup de pratiques en situation. 11 jours sur l'année, pendant les vacances scolaires, Toussaint, février, avril, juillet, soutenance des mémoires au mois d'août. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup, hein, encore une fois, 1000 merci pour l'invitation, merci à tous ceux qui ont participé, et puis à très bientôt. Vous voyez, il y a plein d'événements hein, sur la philo avec les enfants. Faut être en veille, hein, effectivement, sur…
Voilà, nous en tout cas, on voulait vraiment infiniment vous remercier, Edwige, pour ces 2 séances. Merci à vous. Dire aux participants que la prochaine séance est le 25 novembre, encore avec Johanna Hawkin, qu'il y aura une séance le 8 décembre avec Claire Larocque sur éthique et environnement. Et peut-être, Edwige, si vous acceptez de participer à la dernière réunion, vous savez, au mois de juin, ça dépendra de votre agenda, j'imagine. Oui, vous avez la date? Je crois que c'est le 15 juin, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est le mercredi 15 juin à 14h. Sans forcément, voilà, si vous pouvez pas être là les 2 heures, mais qui. Je suis en réunion, j'ai déjà une réunion. Vous avez déjà une réunion prévue, mais voilà, c'est noté. C'est une réunion à l'INSPE, je peux peut-être te faire un petit coucou. Voilà, c'est ça. Avec les 5 expertes qui auront mené le parcours cette année. En tout cas, c'était vraiment très très riche et on vous remercie infiniment. Merci à vous en tout cas. À bientôt à toutes et à tous. Merci. Merci, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. À bientôt.